Lorsqu'on regarde un film, on ouvre une fenêtre sur un imaginaire, un espace-temps, et les personnages qui y circulent, se croisent, s'entrechoquent. Nous, spectateurs, en partant du principe que le film nous plaît bien entendu, nous acceptons de croire en ces lieux, ces personnages et ces histoires. On ressort parfois d'une séance en se disant que nous n'avons observé les choses qu'au travers d'un trou et qu'un univers bien plus vaste nous attend. Il suffit de voir le nombre croissant de forums ou de vidéos abordant des théories de fans qui se déploient souvent sur la base de détails scénaristiques. Une phrase qui en dit long, un élément de décor, un objet très symbolique. Finalement, l'univers ne se déploie que le temps d'un film, et tout ce qui est porté à l'écran a pour but de nous y faire rentrer, nous faire comprendre ce qui se passe, puis comprendre comment tout cela va se résoudre. Alors, quand le héros sort un objet pour surmonter une péripétie, ou qu'une situation se dénoue grâce aux enseignements d'un souvenir, nous ne sommes pas vraiment surpris. Pourquoi ? Cet objet nous est familier, car nous l'avons vu plus tôt, peut-être même dès le début. Le souvenir ne nous est pas inconnu, car nous avons vu un flashback où il a été évoqué. Pas tout à fait au cœur de l'intrigue, mais pas insignifiant pour autant, aujourd'hui, nous allons parler du fusil de Tchekhov. Dans l'épisode sur la scène d'exposition, j'ai tenté de vous démontrer que dans ces premières minutes, un film devait poser le décor, présenter les personnages et mettre en place les enjeux de l'histoire. Avec le fusil de Tchekhov, nous allons voir comment un détail du scénario peut mettre en place des enjeux scénaristiques de premier ou de second plan, que ce soit dans la scène d'exposition ou plus tard dans le film. Alors déjà, avant de parler de son fusil, on va parler de Tchekhov. Anton Tchekhov, c'est un écrivain et auteur de pièces de théâtre russe qui a vécu à la fin du 19e et au tout début du 20e siècle. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur son œuvre, mais c'est pas le sujet. Si on lui doit le nom du thème de la vidéo du jour, c'est pour cette phrase. Supprimez tout ce qui n'est pas pertinent dans l'histoire. Si dans le premier acte vous dites qu'il y a un fusil accroché au mur, alors il faut absolument qu'un coup de feu soit tiré avec au second ou au troisième acte. S'il n'est pas destiné à être utilisé, il n'a rien à faire là. Tchekhov a écrit ça en parlant de théâtre, mais son concept est tellement passé à la postérité qu'il est également valable pour les romans, la bande dessinée et bien entendu le cinéma. Tchekhov explique donc que les détails d'une œuvre doivent avoir du sens pour l'histoire. Dans son exemple, il évoque un objet, le fameux fusil, donnant son nom au concept. Mais en tant que concept, un fusil de Tchekhov peut également être un souvenir, voire un personnage secondaire. Quelle que soit sa forme, un fusil de Tchekhov bien utilisé doit rester anecdotique jusqu'au moment où il est utilisé pour désamorcer une situation ou faire évoluer l'histoire. Rien de mieux qu'un film fourmillant de détails pour illustrer ce qu'est un fusil de Tchekhov, et c'est toujours pas Volcano. La communauté de l'anneau, premier volet de la trilogie du Seigneur des Anneaux réalisé par Peter Jackson en 2001. Le film raconte les aventures de Frodon Sakay, un jeune hobbit, qui hérite par son oncle Bilbon d'un anneau maléfique appartenant à Sauron, un être diabolique voulant conquérir la Terre du Milieu. Pour éviter tout ça, l'anneau doit donc être détruit dans les mêmes flammes qui l'ont forgé. Pour aider Frodon et repousser les attaques de l'ennemi, une communauté unissant elfes, nains, hommes, hobbits et magiciens est constituée. Le film est une adaptation du premier des 3 romans du Seigneur des Anneaux, écrit par Tolkien. Réputé inadaptable, le réalisateur Peter Jackson réussira pourtant à monter le projet et à défendre une adaptation la plus fidèle possible. Il défendra ses idées pendant plus de 3 ans et proposera même une adaptation des 3 romans en 2 films pour rassurer les studios, la communauté de l'anneau et la guerre de l'anneau. Allant de déconvenu en déconvenu avec des studios frileux, on finit même par lui proposer de ne faire qu'un seul film. Finalement, Peter Jackson rencontre le studio New Line Cinema qui accepte de financer le projet en faisant remarquer au passage qu'avec 3 romans, il faudrait faire 3 films. Habile. Les 3 films sont tournés en même temps, permettant la sortie d'un volet tous les ans entre 2001 et 2003, chose plutôt rare pour l'époque. Malgré des différences notables avec les romans, ce qui est tout à fait normal étant donné que c'est une adaptation, la trilogie est encore aujourd'hui considérée comme fidèle au livre.
Pour cette analyse, je vais essentiellement m'appuyer sur tout le segment de la communauté de l'anneau, compris entre la création de la fameuse communauté à Fontcombe et les scènes dans les mines de la Moria. Encore une fois, c'est toujours mieux si vous avez vu le film avant. On est parti ? Nous sommes environ à la moitié du film. Frodon et ses compagnons sont à Fontcombe, la maison de l'elfe Elrond, où une assemblée pour décider du sort de l'anneau vient de se tenir. La communauté de l'anneau vient d'être créée, et il a été décidé qu'elle devait emmener l'anneau à la montagne du destin pour le détruire dans les mêmes flammes qui l'ont forgé. Le groupe nouvellement créé s'apprête donc à partir et nous assistons à une scène entre Frodon et son oncle Bilbon qui donne à son neveu des équipements pour le voyage. La scène s'arrête sur deux objets, une épée. Ma vieille épée d'art, prends-la, tiens. Elle est si légère. Oui, forgée par les elfes, vois-tu. La lame devient bleue lorsque les orques sont proches. Et sache, mon garçon, qu'à ce moment-là, tu devras être extrêmement prudent. C'est une belle chose. Puis une côte de maille. Du mithril, aussi légère qu'une plume, et aussi dure que les écailles d'un dragon. Approche que je te l'essaye, ôte ta chemise. Une rupture intervient alors dans la scène au moment où Bilbon aperçoit son ancien anneau. Bilbon se lancera ensuite dans un monologue assez triste, s'excusant de mettre son neveu dans cette situation. Ce monologue, très chargé émotionnellement, occupera les 2/3 de la scène et la rupture qu'il l'aura introduite se fait de façon assez brutale. En marquant aussi fortement la bascule entre la partie inventaire et le monologue de Bilbon, on sort de la scène en retenant surtout le monologue de Bilbon. Une vingtaine de minutes plus tard, après plusieurs petites péripéties, la communauté est déroutée de son chemin et se retrouve à arpenter les mines de la Moria. L'endroit est sinistre, abandonné. Le sol et les murs témoignent d'un massacre des nains qui exploitaient cette mine. La communauté se retrouve alors dans un tombeau. La tension dramatique est au plus haut quand le groupe entend des bruits dans les cavernes. Une menace s'approche. Monsieur Frodon. Les orques! Nous voilà face à une première utilisation d'un fusil de Tchekhov. Avant même de voir les ennemis arriver, nous savons déjà que c'est un groupe d'orques grâce à la lame que Bilbon a donnée à Frodon. La tension est à son maximum, la bagarre peut commencer. La scène est très dynamique, nous suivons chaque personnage dans ses élans de bravoure, notamment vis-à-vis du fameux troll des cavernes. Ce dernier finit par coincer Frodon dans un coin, Aragorn vient à son secours mais se fait assommer. Frodon semble définitivement perdu et le troll lui plante une lance dans l'abdomen. Tout le monde crie, court vers le troll et le tue. L'affrontement est terminé, mais qu'en est-il de Frodon ? Il est vivant. Je vais bien. Je n'ai rien. Vous devriez être mort. Cette lance transpercerait un sanglier. Je crois que ce hobbit est bien plus solide qu'il n'y paraît. Du mithril. Après la lame, c'est maintenant la cotte en mithril qui est utilisée. Voilà notre deuxième fusil de Tchekhov. Maintenant, il est intéressant de voir comment ces deux fusils, la lame et la cotte, sont utilisés, car leurs fonctions ne sont pas les mêmes. Pour la lame de Frodon, son utilisation est soudaine, en témoigne la surprise de Sam, puis la remarque de Legolas. Les orques! Le but est de créer une rupture, presque un élément de surprise. Lame bleue ou pas, il se serait fait attaquer. Mais la présence de ce fusil de Tchekhov permet de donner des indications sur la nature de la menace et ainsi faire monter la tension dramatique d'un coup sans même montrer un seul ennemi. Du coup, on rentre dans la scène d'action avec une forme d'attente et d'appréhension. On partagerait presque les craintes des personnages. Par contre, la cotte en mithril a une utilisation beaucoup plus insidieuse. Entre le moment où Frodon se fait planter et le moment où tout le monde découvre qu'il n'a rien, il se passe plus d'1 minute 30. Les ralentis sur le visage de Frodon en pleine souffrance ou de Gandalf et Sam observant la scène laissent à penser que Frodon risque de ne pas s'en sortir ou de s'en sortir difficilement. Ce qui fait aussi partie de la trajectoire du personnage, puisque tout au long des 3 films, il s'en prendra plein la tronche. C'est seulement en retournant le corps de Frodon que le groupe découvre qu'il n'a rien, grâce au pouvoir de l'amour, une cotte de maille en mithril,
sa vaccination récente contre le tétanos ou sa très bonne couverture maladie. Histoire de bien insister sur ce à quoi Frodon a échappé, Aragorn sort cette réplique. Vous devriez être mort. Cette lance transpercerait un sanglier. La lame introduit un moment de tension, alors que la cotte en mithril vient résoudre un moment dramatique. L'utilisation de la lame crée une courte surprise, alors que celle de la cotte amène un retournement de situation. Ça s'explique assez simplement. À l'instar de la lame que Frodon portait à sa ceinture et que tout le monde voyait, personne ne savait qu'il avait une cotte en mithril. Mais, quelques minutes avant cette scène d'action, le groupe explore les mines et nous avons ce petit dialogue. La richesse de la Moria ne vient pas de l'or ou des joyaux, mais du mithril. Bilbon avait une cotte de maille en mithril que Thorin lui avait offerte. Oh, ça c'était un cadeau royal. Oui. Je ne lui ai jamais dit. Mais sa valeur était plus importante que celle de la comté entière. L'attitude de Frodon prouve bien qu'il sait de quoi parle Gandalf. Et par ce petit dialogue, le film nous rappelle à cet objet. Mais on ne sait pas si Frodon la porte ou même s'il l'a prise. D'ailleurs, encore quelques minutes auparavant, Frodon tombe dans la neige et perd son anneau. Il le découvre en ouvrant sa chemise et nous ne voyons pas de cotte en mithril. À partir du dialogue de Frodon et de Bilbon, le film construit l'effet dramatique que va amener l'utilisation de la cotte en mithril, tout en essayant de nous faire légèrement oublier cet objet. Il y a la scène où Bilbon donne la cotte à son neveu, mais la scène insiste plus longuement sur le monologue de Bilbon. Ensuite, le groupe subit plusieurs péripéties, avec les corbeaux espions de Saruman ou le monstre tentaculaire à l'entrée de la mine, mais on n'entend plus parler de la cotte. Vient enfin ce court rappel sur la nature du mithril, qui insiste sur sa valeur, mais qui ne nous dit pas si Frodon porte la cotte sur lui, ni même s'il l'a prise. Et enfin, la scène de combat avec les orques et le troll, la blessure mortelle de Frodon, la fin du combat par la mise à mort du troll, puis la résolution du sort de Frodon, grâce à la cotte en mithril qu'il avait bien sur lui. Du mithril. Si on reprend la phrase d'Anton Tchekhov, nous avons bien dans notre exemple deux objets qui nous sont présentés et qui servent plus loin dans le film. Ils ne sont pas au cœur de la quête des héros, mais ils permettent de créer un effet dramatique pour la lame ou de résoudre une situation pour la cotte. Avec la lame, l'effet est soudain. Pour la cotte, c'est le fruit d'une mise en place complexe entamée plusieurs dizaines de minutes au préalable. Un fusil de Tchekhov, c'est un détail servant à faire avancer une partie plus ou moins importante de l'histoire. Ses fonctions peuvent être variées. Créer de la surprise, transmettre des infos utiles à l'avancée de l'intrigue, enseigner une compétence, ou encore permettre un retournement de situation. Les fonctions sont nombreuses et dépendent de l'histoire que vous souhaitez raconter. Le principe général derrière le fusil de Tchekhov, c'est de dire que dans un film, tout ce que l'on montre doit avoir de l'importance. C'est aussi pour ça qu'on parle du fusil de Tchekhov comme la loi de conservation des détails. Vous l'aurez donc compris, le fusil de Tchekhov est un élément de scénario. Il doit être utilisé avec parcimonie. Il faut pouvoir l'introduire à l'histoire sans pour autant la gâcher et le montrer juste ce qu'il faut pour que son utilisation soit justifiée sans tomber comme un cheveu sur la soupe. Quand je fais des ateliers cinéma, la partie écriture de scénario, c'est toujours un moment compliqué parce qu'on s'amuse pas encore à filmer, faut réfléchir, faut écrire. La principale difficulté rencontrée par les groupes que j'ai, c'est comment faire avancer l'histoire, comment déverrouiller une situation. Je leur parle alors du fusil de Tchekhov en leur montrant des exemples comme ceux de cette vidéo. Ça permet de sortir un peu de leur réflexion. On mate quelques extraits de films, puis je leur demande s'ils ont des fusils de Tchekhov qui leur viendraient à l'esprit. Du coup, ils creusent dans leurs souvenirs de films, de séries récemment vues, de jeux vidéo auxquels ils ont joué, ou encore des bouquins qu'ils ont lus. Étant donné que ça fait écho en eux et que ça s'appuie sur ce qu'ils voient, ce qu'ils lisent et ce à quoi ils jouent, le concept est vite intégré. C'est d'ailleurs plus rapide à être pigé par les gamers, parce que les jeux vidéo fourmillent de fusils de Tchekhov. C'est même grâce à eux qu'on avance dans les quêtes. Du coup, ça devient beaucoup plus simple pour eux d'imaginer comment faire avancer leur histoire, comment déverrouiller ce qui leur semblait être des impasses, et l'écriture se fait assez simplement.
Si vous n'avez pas prévu de créer de film prochainement, c'est pas grave, mais par contre vous pouvez vous amuser à repérer les fusils de Tchekhov dans vos œuvres préférées, et n'hésitez pas à partager vos trouvailles et vos analyses dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura intéressé. N'hésitez pas à venir compléter mon propos dans les commentaires sur Instagram, Twitter ou Facebook. Les liens sont dans la description. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo autour de vous, à vous abonner et si le cœur vous en dit, de passer par Tipeee ou Utip pour soutenir la chaîne. A très vite pour une nouvelle vidéo et n'oubliez pas, si vous voulez créer des films, l'important c'est pas de maîtriser toutes les règles du cinéma, c'est d'abord d'avoir envie de faire du cinéma.